Allons faire du shopping avec la carte de crédit de mon petit ami. Elle m'offre une virée de 500 $. Ma femme. Elle a un peu perdu le contrôle de ses dépenses. Elle a eu une carte de crédit cette année et elle l'a déjà plafonné, c'est 6 000 $. Et toi? Je veux dire, je rentre à la maison tous les jours, je regarde autour de moi et je ne vois rien à part nos vêtements. Je suppose enfin peut-être des vêtements. D'accord, j'ai fait un shopping et ça, c'est juste des 2 derniers jours. Et Loki a un peu fait des dégâts. Alors, tu veux voir ce que j'ai acheté? Salut tout le monde! Apparemment, une autre féministe a besoin d'une étude d'une université très à gauche pour lui confirmer que l'eau est mouillée et que le ciel est bleu. Et il y a quelque temps, j'ai essayé d'avoir une conversation amicale avec une féministe sur TikTok, mais comme le font les féministes, ça a rapidement dégénéré avec elle. Utilisant la tactique facile de demander des sources à chaque phrase, j'ai dit « n'est-ce pas ?» Et encore une fois, quelle est la source? Mais la dette n'est pas un problème si tu peux la rembourser. Quelle est la taille de la source? Je veux dire, Tu es désolé? j'allais juste dire, tu vas juste parler sans réfléchir. Et puis quand j'aurai une étude, elle s'en moquait ou ne niait même pas la statistique, car elle l'ignorait. Elle aurait eu l'air ridicule si c'était vrai. À la place, elle s'est simplement rabattue sur la tactique facile de demander des sources. Encore et encore, espérant ne pas avoir mémorisé une encyclopédie avant de m'asseoir. Et que le ciel vous vienne en aide si c'est une statistique que vous avez apprise il y a des mois ou des années. En fin de compte, demander des citations en plein débat, c'est vraiment d'un amateurisme. Si vous connaissez le sujet, soit vous savez que la statistique est vraie, soit vous ne le savez pas. Et vous n'essayez pas de faire dérailler tout un débat en répétant sans cesse « source, source, source ». Quand un fait se présente à vous et qu'il dérange votre idéologie féministe délirante, que faisons-nous, Destiny? Dans ce cas, la statistique est exacte. Les femmes contrôlent la majorité des dépenses. L'analyse des chiffres montre que ce problème est grave et chronique dans notre société prétendument égalitaire. Et il serait beaucoup plus facile d'écouter les femmes modernes se plaindre de leur oppression si elles n'étaient pas en train de dépenser tout leur argent, l'argent des hommes, l'argent du gouvernement, l'argent de tout le monde. Commençons maintenant par les dépenses individuelles. Selon le Boston Consulting Group ou Boston Consulting Group, les femmes américaines contrôlent environ 85% des dépenses de consommation dans tous les domaines. Le secteur privé, bien qu'il ne constitue que 40% de la population active et 50% de la population totale, prenez le temps d'y penser. C'est le résultat du fait que les femmes ne contrôlent pas seulement les cordons de la bourse des hommes dans les relations, mais aussi qu'elles sont plus négligentes et dépensières avec leurs propres dépenses privées. L'un des arguments les plus courants et les plus ridicules que ces féministes utilisent pour éviter la honte totale d'un tel déséquilibre est de dire que la majorité de ces 85% des dépenses est d'une certaine manière altruiste. La plupart de ces achats, comme les courses alimentaires, concernent toute la famille, comme s'il s'agissait d'un sacrifice vertueux et d'un lourd fardeau pour les femmes d'empêcher leurs propres enfants de mourir de faim. Notez également que ce chiffre de 85% inclut des dizaines de millions de femmes qui sont célibataires, sans enfants ou qui n'ont plus d'enfants à charge vivant à la maison. En résumé, on ne parle pas seulement de femmes qui prennent généreusement du temps sur leur emploi du temps chargé à poster des bêtises sur TikTok pour aller faire les courses au supermarché. Nous parlons d'achats égoïstes, mesquins et axés sur le plaisir personnel. Et il y en a beaucoup. Selon Morgan Stanley, les femmes contrôlent la grande majorité des dépenses en biens et services de luxe. 90% des vêtements de marque de créateurs, 85% des accessoires haut de gamme et des bijoux, 70% des dépenses de voyage et 70% de toutes les sorties au restaurant. Souvent, la faible part des achats des hommes dans ces catégories vise à impressionner et séduire les femmes. Les hommes achètent des vêtements et montres, choisissent un parfum et paient dîner ou vacances pour coucher avec des femmes. Si les femmes n'existaient pas, il est douteux que la plupart des hommes feraient même l'effort. Pendant ce temps, les femmes célibataires sortent dîner et partent en voyage de façon aléatoire beaucoup plus souvent que les hommes célibataires. Les femmes attachent plus d'importance à ce que cela reflète sur leur statut social auprès de leurs amis et en ligne. Mais peuvent-elles vraiment se le permettre? En réalité, non. La dette de carte de crédit aux États-Unis semble équilibrée entre les sexes, mais ce chiffre est biaisé car de nombreuses épouses effectuent leurs plus gros achats sur les comptes de leur mari. Les femmes, célibataires ou mariées, ont 30 fois plus de risques de reporter ou de ne jamais rembourser leurs dettes à long terme.
C'est pourquoi ça me fait toujours rire quand on cite la statistique disant que les hommes mariés gagnent plus, comme si c'était avantageux pour eux. En réalité, les hommes doivent travailler plus pour répondre aux dépenses de leurs femmes. En gros, si dépenser l'argent d'un homme était un sport olympique, les femmes remporteraient la médaille d'or à chaque fois. Et ensuite, elles essaieraient immédiatement de trouver un moyen de le dépenser. Un autre exemple, selon Nielsen Consumer Insights, les femmes sont responsables de l'achat de pas moins de 94% des articles d'ameublement. Cela ne devrait surprendre aucun homme qui a déjà été confronté à la collection inutile d'une femme de 45 coussins décoratifs et d'un canapé à 10 000 euros. Le mobilier masculin est très utilitaire et économique. Les hommes achètent uniquement l'essentiel à prix raisonnable. Les maisons des femmes, c'est l'inverse. Notre instinct de nidification explique peut-être cela, mais il ne justifie pas les importantes dépenses de nombreuses femmes. Cela a davantage à voir avec le fait que la femme essaie de se conformer à une norme de mode arbitraire qu'elle a vue dans un magazine une fois ou à plusieurs reprises pour afficher son statut social aux yeux des autres. En fin de compte, une différence de goût entre les hommes et les femmes ne poserait pas de problème si ce n'était pas pour le fait que, comme tout le reste, beaucoup des goûts des femmes s'accompagnent d'un prix potentiellement désastreux pour la vie. C'est amusant que les femmes américaines soient majoritairement très à gauche, socialistes et anticapitalistes. Leurs dépenses soutiennent tout le système qu'elles jugent maléfique, sans oublier qu'elles attribuent sa montée à ces affreux hommes blancs. C'est de l'hypocrisie à l'état pur. De plus, avec les dépenses incessantes des femmes, il n'est guère étonnant que les grandes entreprises et le gouvernement répondent presque exclusivement à leurs plaintes et à leurs intérêts. Les problèmes des hommes sont ignorés. Réduits à des portefeuilles ambulants ou de la chair à canon, cela tourne en dérision l'écart salarial. Quiconque n'est pas un fanatique politique de gauche sait déjà que des économistes reconnus ont réfuté ces absurdités sur l'écart salarial depuis des années. Ce n'est pas lié à une discrimination salariale basée sur le sexe, illégale depuis plus de 50 ans. Cela s'explique parce que les femmes travaillent moins, choisissent des carrières plus sûres mais moins rémunérées et négocient moins avec le secteur privé et les employeurs. Même ainsi, gagner 89 centimes par dollar est peu face au contrôle de la dépense de 85% de l'argent en Amérique. Les femmes ne dépensent pas seulement leur propre argent, elles dépensent aussi plus de la moitié de celui des hommes. En résumé, à cette époque de libération féminine et d'égalité, les femmes travaillent moins et dépensent plus que leur part. Soit dit en passant, il n'est guère surprenant que les hommes, en moyenne, travaillent plus longtemps et choisissent des professions plus risquées et plus stressantes. Après tout, le travail et le revenu d'un homme jouent un rôle dans la façon dont les femmes le perçoivent et déterminent s'il aura des relations sexuelles. Les femmes n'ont pas cette pression sur le marché sexuel. Les hommes, en revanche, ne se soucient pas vraiment du travail des femmes, ni de combien elles gagnent. Les hommes ne sont tout simplement pas faits comme ça. Et peut-être que payer les femmes moins ne devrait pas être illégal. Il faudrait laisser le marché gérer cela. Un employeur ne devrait pas être obligé de payer une femme de la même façon si elle est prête à faire moins de travail, à travailler moins d'heures ou si elle n'est pas adaptée au poste. Par exemple, une policière de 1,57 mètres et 45 kg gagnait autant qu'un homme de 1,88 mètres et 90 kg. L'homme sera plus capable de se défendre dans des situations dangereuses. Même ainsi, la loi sur l'égalité des salaires ne s'applique pas partout. Les mannequins hommes gagnent en moyenne bien moins que les mannequins femmes. Les joueurs de la NBA gagnent bien plus que les femmes de la Women's National Basketball Association, comme cela devrait être le cas, car c'est ce que dicte le marché. Mais sans surprise, le gouvernement est terrible pour gérer l'économie de façon rationnelle, ce qui nous amène au niveau gouvernemental. Combien d'impôts au total les hommes paient-ils par rapport aux femmes? Ce n'est pas un sujet que les féministes aiment vraiment aborder. Les gouvernements occidentaux compliquent l'accès à des chiffres fiables. Cependant, une demande d'accès à l'information au Royaume-Uni en 2014 nous éclaire assez bien. Les hommes ont payé 72% et les femmes 28% de l'impôt sur le revenu cette année-là. C'est plus de 2,5 fois plus, ce qui dépasse largement tout écart salarial, qui au Royaume-Uni à l'époque était de 90 pence pour une livre. C'est pathétique quand les féministes affirment ne plus avoir besoin des hommes, alors que c'est totalement faux. À l'échelle de la population, les hommes occidentaux paient plus d'impôts qu'ils ne reçoivent d'aide du gouvernement. En ce qui concerne les services sociaux, eh bien, les femmes profitent bien plus des différents services gouvernementaux qu'elles ne contribuent au système à la base.
Cette conclusion a été atteinte par 4 études économiques différentes menées aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans l'Union européenne et en Nouvelle-Zélande entre 2014 et 2024. En 2022, le Fonds monétaire international a estimé qu'aux États-Unis, les hommes transfèrent au moins 300 milliards de leur richesse aux femmes chaque année via les services publics. Ceci s'ajoute à l'argent et au pouvoir d'achat brut que les hommes peuvent remettre aux femmes dans leur vie privée. En 2023, l'étude de redistribution des avantages fiscaux de l'Union européenne a révélé que l'utilisation intensive que les femmes font des services gouvernementaux ne réduit pas seulement l'écart salarial à néant. Elle l'inverse, les hommes gagnant 90 centimes pour chaque euro que les femmes gagnent. Pour être honnête, mesdames, il semble vraiment que les femmes aient besoin des hommes. Toutes ces études n'ont analysé qu'un nombre restreint de services sociaux dédiés aux femmes, surtout l'allocation pour mères célibataires. Quelle surprise, non? Ces études n'ont pas inclus les dépenses, plus souvent soutenues par des femmes bienveillantes comme United States Agency for International Development, les réformes climatiques, les Gay Pride, les subventions aux lectures de contes par des drag queens, les baisses d'impôts pour groupes dits marginalisés et les emplois publics. Des programmes et des bourses fondés sur le pur sectarisme de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. En d'autres termes, des programmes inutiles n'existeraient tout simplement pas dans aucun pays occidental si la majorité des femmes votaient comme la majorité des hommes. Il n'est pas surprenant que les hommes gaspillent tant de ressources pour les femmes, en privé ou au niveau national. C'est leur évolution. Pendant 97% des 350 000 dernières années, soit tout, sauf 10 000 ans, les humains ont existé sur la planète. Nous vivions dans des communautés de chasseurs-cueilleurs. Les hommes partaient dans la nature et risquaient leur vie pour chasser des animaux afin de se nourrir et d'obtenir de la fourrure chaude pour se vêtir. Les femmes ramassaient des plantes sauvages, des noix et des baies près du camp et passaient le reste du temps à s'occuper des enfants et à rendre le campement habitable. À leur retour, les femmes cuisinèrent la viande, bien plus énergétique que des feuilles ou des céréales complètes, et coudre les peaux pour en faire des vêtements et des abris que les hommes fourniraient et que les femmes recevraient. Et avant que quelqu'un dise que le modèle chasseur-cueilleur a été discrédité, non. Il n'a été attaqué que par des propagandes menées par des universitaires de gauche cherchant à discréditer l'idée des rôles de genre naturels. Le modèle chasseur-cueilleur est soutenu par des centaines de récits écrits sur des peuples primitifs et par des observations modernes de communautés de chasseurs-cueilleurs qui existent encore aujourd'hui. Au maximum, peut-être une femme sur 1000 dans les tribus chassera au lieu de cueillir, et un homme sur 1000 dans la force de l'âge cueillera plutôt que de chasser. Les exceptions ne font pas la règle. Historiquement, les hommes étaient pourvoyeurs et les femmes receveuses dans la plupart des sociétés. La grande majorité des hommes se livraient à des travaux éreintants dans les champs ou dans les mines, tandis que les femmes s'occupaient du foyer, ce qui était un travail bien plus difficile. À l'époque d'avant les aspirateurs et les machines à laver, les femmes travaillaient aussi à l'extérieur du foyer, comme le faisaient souvent 90% de la population prémoderne, qui vivait dans une grande pauvreté. Ce travail complétait souvent celui du mari, pour éviter à la famille paysanne de mourir de faim. Ce n'est que dans les temps modernes que les choses ont radicalement et malheureusement changé. Les hommes ont conservé leur rôle de payer pour les affaires des femmes, soit individuellement, soit par le biais de l'impôt. Les femmes, globalement, ne remplissent pas leurs devoirs envers les hommes, abandonnant leur groupe, ce qui a des conséquences catastrophiques. Le taux de fécondité est au plus bas parce que les femmes préfèrent être des girl boss ou profiter de leur liberté pendant leur courte fenêtre biologique pour le mariage. Et pourtant, les féministes osent suggérer que les tâches domestiques devraient être partagées équitablement. Alors que les charges financières ne le sont certainement pas, ni individuellement, ni collectivement. Franchement, aucune pression n'oblige les femmes à être reconnaissantes, loyales ou solidaires envers leurs partenaires. Bref, pas de réciprocité. Quand les femmes travaillent, ce n'est plus un simple complément aux revenus du mari, ni seulement pour joindre les deux bouts. C'est une attitude arrogante de girl boss en concurrence directe avec les hommes sur le marché du travail et cela contribue à freiner la croissance des salaires de tout le monde. Aujourd'hui, il faut 2 salariés à temps plein pour acheter ce qu'une seule personne pouvait il y a 50 ans. Grâce au féminisme de la 2e et de la 3e vague, nous avons une population vieillissante, des salaires en baisse et bonne chance pour acheter une maison. En résumé, le féminisme nous a donné un monde qui est loin d'être égalitaire.
Et un monde qui non seulement prive les hommes de leur argent, mais menace aussi de déstabiliser l'économie et de dégrader le niveau de vie moyen pour tous. L'expérience a bel et bien échoué. Et qui aurait pu s'y attendre? Remplacer des méthodes éprouvées depuis des millénaires par des idées inventées dans les années 60 par une minorité d'universitaires instables serait-il une mauvaise idée? Au travail, beaucoup d'emplois féminins sont jugés inutiles et peu productifs, contribuant faiblement à la croissance économique. Les ressources humaines et les responsables diversité, équité et inclusion nuisent souvent à la productivité au lieu de l'améliorer. La liste de ces emplois inutiles s'allonge. Les entreprises créent des départements jetables juste pour occuper les femmes. L'achat de Twitter par Elon Musk en est le meilleur exemple. Il a licencié 80% des employés, dont 2 tiers étaient des femmes. Et quel a été le résultat? Le site a continué de fonctionner et, en peu de temps, Elon Musk a pu introduire plusieurs innovations révolutionnaires, allant des notes communautaires à Xai. Autrefois, les femmes étaient largement exclues du travail à cause de la dureté des emplois. Cela demeure vrai même aujourd'hui dans des bureaux climatisés. Un monde que les hommes nous ont offert, qu'ils continuent de protéger et de financer. Il existe de nombreux emplois que les femmes peuvent exercer. Et une femme sur 1000 peut être une Hillary Clinton plutôt qu'une Nala Ray. Oui, il existe de nombreux emplois modernes pour les femmes. Qu'elles passent leur vingtaine comme spécialistes du branding en entreprise ou responsables ressources humaines qui n'apportent que peu ou pas de valeur à la productivité, ou bien si la civilisation a un besoin plus important d'elles ailleurs. Quoi qu'il en soit, il semble que les hommes finiront par porter les femmes comme un fardeau financier, comme ils l'ont fait pendant des centaines de milliers d'années d'histoire. Mais dans un monde où 3 générations de femmes ont été traitées de traîtresses à leur genre et dévalorisées. Si elles privilégient la famille à la carrière, les taux de natalité deviennent aussi rares que des os de dinosaures. Le monde a peut-être plus besoin d'épouses et de mères que de femmes carriéristes qui gaspillent leur jeunesse. Alors, le fait que les hommes perdent la plupart de nos dépenses serait au moins à moitié justifié. Mais nous sommes très loin de ce genre de monde, si toutefois nous ne l'avons pas déjà perdu pour toujours. Merci d'avoir regardé et veuillez vous abonner au réseau Audacity. Je vous retrouve la prochaine fois.